Mars 2006. Un attentat a eu lieu il y a 2 heures au centre de la ville de Pokhara, au Népal. La bombe, dissimulée au pied d'un feu de circulation, était censée exploser au passage de la voiture du roi. Mais le cortège a pris une autre route. Ce sont des rebelles maoïstes qui avaient déposé cette bombe. Seulement, des commerçants et des badauds étaient là. Par chance, aucun mort, mais beaucoup de blessés. Parmi ces blessés, cette femme, mère de 3 enfants. Elle avait installé son étal de 4 saisons à quelques mètres de la bombe. Des bris de verre lui ont déchiqueté le dos. Quand j'ai voulu me relever, j'ai senti une brûlure dans mon dos. Alors je me suis demandé si j'avais été touchée par la bombe. J'ai soulevé ma main, qui était ensanglantée, et ensuite on m'a mise dans une voiture et emmenée à l'hôpital. Je ne me souviens de rien. Plus que sa santé, ce qui l'inquiète, c'est le devenir de ses 3 enfants. Son mari, policier, a été assassiné il y a 5 ans par les maoïstes qui s'en prennent aux représentants de l'État. Il n'y a plus qu'elle pour faire vivre sa famille. J'ai pensé à plein de choses. J'ai de jeunes enfants. Si je meurs, mon petit garçon va pleurer en criant qu'il a faim. Il n'aura plus ni père, ni mère. J'y ai beaucoup pensé. 2 de ses enfants, ces 2 filles, avec leur uniforme d'écolière, étaient en classe au moment de l'attentat. Sabina et Chanda ont 11 et 13 ans. L'absence de leur père et les difficultés financières qui ont suivi les ont déboussolés. Leurs notes ont chuté. Ce qui vient d'arriver à leur mère les accable. À cause de cette explosion, notre vie va être plus difficile. C'est notre mère qui fait vivre la famille. Nous n'avons personne pour nous aider. On n'a nulle part où aller. C'est dur pour nous. Les maoïstes ne s'en prennent pas seulement à ma famille, mais à tout le monde. La police et les maoïstes se font la guerre, mais ce sont nos familles qui souffrent. L'histoire de Sabina et Chanda est sans doute banale au Népal, comme dans tous les pays en guerre. Avec cynisme, certains trouveraient même qu'elles ont eu de la chance dans leur malheur, tant les abus à l'encontre des enfants sont énormes au Népal. Depuis 10 ans qu'une guerre déchire le pays, des milliers d'enfants ont été victimes de ce conflit auquel ils ne comprennent rien. Il y a peu encore, personne ne se préoccupait vraiment de leur sort. Il y a quelques mois, quelques organisations non gouvernementales ont décidé de s'intéresser à eux. Avec l'aide de 4 de ces organisations, nous avons pu aller à la rencontre de ces enfants qui n'ont appris à vivre que dans la peur, dans l'angoisse de voir leurs parents ou leurs frères et sœurs disparaître. Reinhard Fichtel de Terre des Hommes, l'organisation non gouvernementale suisse, installée depuis longtemps au Népal, mais qui vient de décider de s'occuper plus particulièrement de ces enfants dans la guerre. Anjana Sakya a créé Himalayan Human Rights, qui essaye de recueillir des informations sur les violations des droits de l'homme et de les diffuser dans le monde, un moyen de pression sur le gouvernement. Mandira Sharma est avocate. Elle tente de défendre les droits et les libertés fondamentales. Pashupati Mahat est un des rares psychologues à s'intéresser aux enfants victimes du conflit. Quand on parle de victimes du conflit à propos des enfants, on parle d'enfants qui ont perdu la vie, qui ont été tués, assassinés. On parle d'enfants qui ont été mis en prison parce qu'ils sont suspectés d'être des espions, suspectés d'être des maoïstes. On parle d'enfants qui ont été les témoins du meurtre de leur père, du meurtre de leur mère, de la perte de leur frère ou de leur sœur. Ici, des milliers d'enfants ont besoin d'assistance parce que ce sont des enfants dont l'enfance a été volée. Le Népal, les plus hauts sommets de l'Himalaya au nord et sur les contreforts, 26 millions d'habitants. Des images de cartes postales. Les touristes et des Népalais accueillants et gentils, avec les religions hindouistes et bouddhistes comme garantes d'une grande sérénité.
800 km de long sur 200 de large. Mais aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète. Quelques familles richissimes, les autres Népalais survivent avec moins d'1 euro par jour. Un roi qui ne se préoccupe guère de ses 26 millions de sujets. Et puis, depuis 10 ans, une rébellion venue d'un autre temps. Le parti communiste népalais maoïste a déclenché la révolte. Les Mao veulent débarrasser le pays de son délirant despote et, selon leurs mots, libérer le peuple. Leurs troupes comptaient 15 000 combattants. Une guerre qui a causé la mort de 13 000 personnes, dont 430 enfants. En avril dernier, les manifestations et la révolte de la rue ont attiré les regards sur ce bout de terre que l'on croyait paisible. Les caméras ont montré une violence qui, jusque-là, avait échappé au monde. C'est vrai que l'on ne voit pas de champs de bataille. Les combats se déroulent la nuit dans des zones reculées. Ce sont des attaques éclairs, les gens tuent et s'enfuient. Aussi, c'est une guerre invisible pour le monde extérieur. D'ailleurs, ici, on voit des touristes et ils ne réalisent pas que ce pays est en guerre. Ici, tout semble très paisible et on pourrait penser que parfois, les médias exagèrent, comme si c'était le pire endroit au monde en ce moment. Alors quand on vient au Népal, on trouve que c'est incroyablement tranquille. Mais tout est relatif, parce qu'il y a des violations des droits de l'homme tous les jours. Tous les jours, et depuis plus de 10 ans. Des meurtres, des arrestations, des disparitions, des enlèvements, des fusillades, des attaques. En témoignent les carcasses de véhicules calcinés et les routes bombardées. Alors la peur est là, la suspicion et les contrôles de l'armée à tout bout de champ. Vous venez d'où? Ils n'ont pas l'air bien méchants, ces militaires. C'est parce que nous sommes étrangers. Les soldats du roi commettent autant d'atrocités que les maoïstes. Ils ont même tué plus d'enfants, s'il fallait faire une comparaison sordide. Au moins 230 enfants assassinés depuis le début du conflit. On nous parle d'une fillette qui a été exécutée par les troupes gouvernementales sous prétexte qu'elle aurait été maoïste. Elle avait 9 ans. Cela s'est passé dans l'ouest du pays, à une trentaine de kilomètres de la ville de Népal-Ganj. Les exactions commises par les forces de sécurité sont cachées et jusqu'à présent peu d'habitants et encore moins d'occidentaux ont bravé la censure. Au bord de la route, des villageois nous conseillent de changer d'itinéraire, l'armée est dans le coin. Ils ne vous ont pas embêté? L'armée est venue. Prenez cette route pour éviter les problèmes. L'armée a pour habitude de patrouiller dans les villages, de préférence la nuit, pour faire peur. La stratégie est évidemment de terroriser les habitants pour leur ôter toute velléité de rejoindre le camp opposé. Les soldats sont ivres cette nuit-là quand ils envahissent ce village à la recherche d'une maoïste prénommée Rupa. Dans le village, il n'y a qu'une Rupa. Voici ses parents. Mais elle n'a que 9 ans. Cela ne trouble pas les soldats qui prennent la maison d'assaut. Je me suis réveillé en sursaut et ils sont entrés de force dans la maison. Ils ont allumé la lumière et ils ont commencé à fouiller. Je me suis demandé ce qu'ils pouvaient chercher chez moi. Je n'ai rien, pas de fusil, rien du tout. Il y avait des militaires partout dans la maison. Sur un autre lit dormait Rupa. 5 ou 6 s'en sont pris à ma fille. 5 ou 6 autres m'ont attrapé. Ils nous insultaient en criant « Parle ». Ils avaient bandé les yeux de ma fille. Ils l'avaient attrapée comme ça. J'ai dit « C'est ma fille, ne l'emmenez pas s'il vous plaît ». Ils m'ont menacé avec leur fusil, ils m'ont pointé le fusil sur la poitrine et ils me frappaient par derrière. Mon mari ne pouvait même plus respirer, tellement ils l'ont battu, avec les fusils, les bottes, les matraques. Ma fille pleurait. Ils l'ont emmenée en la traînant. Nous avons entendu un coup de feu et on s'est mis à pleurer. Le meurtre de Rupa est un crime de guerre. Après l'avoir exécuté, les militaires ont essayé de minimiser la gravité de leur acte
ils ont tenté d'obtenir une sorte d'aveu des parents de la fillette. Des pressions sordides. Moi, je disais qu'elle avait 9 ans. Eux, ils voulaient écrire de force qu'elle avait 14-15 ans, alors j'ai insisté. Non, elle avait 9 ans. Demandez à qui vous voulez dans le village. Ils ont dit, elle est maoïste, ta fille. Non, monsieur, elle n'est pas maoïste, ma fille. Comment une fille de 9 ans peut être maoïste? L'assassinat de la petite Rupa ne sera pas puni. Personne dans le pays n'imagine que l'armée pourrait rendre des comptes sur ses exactions. Il n'y a aucun système pour protéger les familles contre tout ce qui pourrait leur arriver. Aucun mécanisme de protection pour les victimes ou les témoins, rien. Aussi, les gens sont très vulnérables. Et pire, si vous voulez vous plaindre, vous vous mettez en danger. Même pour porter plainte, vous mettez votre vie en danger. Alors oubliez de demander que justice soit rendue. Nous avons un grave problème d'impunité dans ce pays. Une autre femme, Anjana Sakya, tente, elle, de briser le silence. Elle a eu l'idée de créer une bande dessinée dans laquelle seraient racontées les atrocités vécues par les enfants. Je pense que c'est très important que les enfants racontent ce qu'ils ont vécu, plutôt que ce soit des gens comme nous qui essayons d'expliquer au monde ce qui se passe. Nous avons donc demandé à 57 enfants de tout le pays, qui ont été directement touchés par le conflit, de raconter ce qui leur est arrivé. Au cours des derniers mois, les maoïstes s'en sont beaucoup pris aux écoles. De nombreux dessins d'enfants en témoignent. L'un d'eux représente une des écoles avec un cadenas. D'ailleurs, Anjana nous apprend que les rebelles viennent de commettre le même acte, à Pokora. Ils ont mis une école sous scellé. Nous décidons de nous y rendre pour comprendre ce qu'il se passe. Pokora n'est qu'à 200 km de Katmandou, mais il nous faudrait au minimum 6 heures en voiture. Nous prenons l'avion. Pour financer la lutte armée, le gouvernement népalais a arrêté de subventionner certains établissements scolaires. Les maoïstes, pour manifester leur opposition à cette politique qu'ils jugent antidémocratique, appliquent des mesures de rétorsion. Il y a quelques jours, ils ont averti par courrier l'équipe enseignante, et puis, 2 hommes sont venus poser un cadenas sur la porte de la salle des professeurs. Depuis, personne n'a osé le toucher. Ils nous ont dit de prendre tout ce dont nous avions besoin dans ce bureau, et ils ont cadenassé la porte. Le gouvernement n'a pas répondu à cette provocation. Le principal doit se débrouiller seul et il a peur de s'opposer aux rebelles, dont l'un des slogans est « Laissez cahiers et stylos dans les sacs et prenez les armes ». Dans un rayon de 15 km, 68 autres écoles ont été cadenassées. Tout le monde a peur. Les enseignants sont de plus en plus des cibles. Ils prennent en otage beaucoup de professeurs et d'étudiants. S'ils viennent nous enlever à la maison, si l'un de nous est pris en otage dans la rue, personne ne nous portera secours. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous demandons aux 2 camps de discuter et de trouver une solution. La peur, ce n'est pas bon pour le pays. Après la pose du cadenas, quelques élèves ne sont pas venus en cours, par peur. Personne, et surtout pas le chef d'établissement, n'ose toucher au cadenas qui restera là on ne sait combien de temps. Les examens trimestriels sont dans quelques jours. Les sujets étaient enfermés dans cette salle et personne ne sait quoi faire. En tous les cas, l'idée de faire sauter le cadenas semble beaucoup trop risquée. Nous apprenons qu'une bombe vient d'être découverte dans un collège à quelques kilomètres. L'armée surveille les accès de l'école. Ici, les maoïstes avaient aussi posé un cadenas. Le proviseur l'a ôté, après avoir attendu 4 semaines en vain l'intervention des autorités. Les maoïstes n'ont pas apprécié cette bravade. La nuit dernière, ils ont posé une bombe empaquetée dans des feuilles de cahier au milieu de la cour. Une mise en garde tout de même est inscrite. Attention, danger. Parmi les spectateurs, les hommes de l'ONG qui nous ont avertis, des journalistes locaux et le principal qui tient des propos déconcertants. C'est la première fois que cela arrive. Normalement, il devrait nous informer. C'est un acte de malveillance. Normalement. En 10 ans, ces actes de guerre sont devenus normaux et la pose d'une bombe n'est plus qu'un acte malveillant.
L'armée décide de faire exploser la bombe. Tout le monde se met à l'abri. En fait, il n'y avait qu'un détonateur, mais pas d'explosif. Au Népal, des centaines d'écoles ont été fermées, détruites ou reconverties en casernes. Les élèves ne vont plus en moyenne que 100 jours par an à l'école. Le taux d'illettrisme est déjà de 60%. Il s'aggrave. Les écoles sont devenues des champs de bataille. Elles sont maintenant des lieux d'entraînement pour la lutte armée, parce que c'est habituellement l'endroit qui offre le plus grand espace dans les villages. Nous apprenons qu'à quelques heures de route d'ici, il y a à peine un mois, une école a servi de champ de bataille entre rebelles et militaires. Sur la route, un drapeau maoïste est planté dans ce tas de pierres. Il y a probablement une bombe pour piéger l'armée, mais la dernière fois, c'est un enfant qui a été tué. Le taxi qui m'emmène doit s'arrêter avant 19 h à cause du couvre-feu en vigueur dans le pays, en dehors de Katmandou. Seule, l'armée sort la nuit. Le lendemain, j'ai trouvé un des rares 4x4 disponibles dans la région. Ils sont tous réquisitionnés par l'armée. Un jeune Népalais accepte de me conduire sur les pistes défoncées. Il y a très peu de routes au Népal, et la plupart des élèves mettent plus d'1 heure pour se rendre à pied à l'école. Le moteur fait un bruit de casserole. On comprend que les militaires n'en aient pas voulu. 4 heures pour parcourir les 26 km de piste, et nous arrivons à l'école primaire de Kitchnas, à 1600 mètres d'altitude. C'est ici qu'a eu lieu le combat entre les maoïstes et l'armée. Le Népal est l'un des rares pays où les écoles sont devenues des cibles. La directrice ne veut pas témoigner, la crainte de représailles. C'est grâce à la persuasion de mon guide qu'elle nous laisse filmer les lieux. Ce jour-là, les gens du village ont entendu des coups de feu, des bruits de combat. Vers midi, une centaine de maoïstes, traqués par les militaires et un hélicoptère, n'ont pas hésité à se réfugier dans l'école où se trouvaient 120 élèves. Il y avait 13-14 personnes dans la classe. La maîtresse leur a dit « Sortez, ne nous mettez pas en danger ». Les maoïstes ont dit « Ne vous inquiétez pas, madame, il ne se passera rien, ils n'attaqueront pas l'école parce qu'ils savent qu'il y a des élèves ». En quelques secondes, les enfants sont sous le feu de l'armée. Les soldats tirent depuis l'hélicoptère, les balles traversent les murs, les toits. À l'intérieur de la classe, les maoïstes répliquent. Ici, dans cette salle, tout tremblait. Les gens tiraient de l'extérieur. On voyait le mur s'effriter sous l'impact des balles. On voyait la terre s'émietter, la terre tomber des murs. Les enfants pleuraient et criaient. On a eu peur. On s'est tous cachés sous les pupitres. J'avais peur. Il y avait du sang par terre. Ce qui est inouï, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé parmi les élèves. Des balles ont traversé des pupitres. Elles sont encore fichées dans les murs. Il y a eu plusieurs blessés chez les rebelles et un mort. Les enfants ont assisté à cette boucherie sans rien comprendre. Au début, on était ici. Et quand ils ont tiré, notre maîtresse a reçu des morceaux de viande sur sa tête. Nous aussi, on a reçu ça sur notre corps. Des morceaux de viande. Notre maîtresse était terrorisée. Il y a un maoïste qui est tombé par terre. L'école a fermé pendant quelques jours. Les 120 élèves ne commencent à revenir que progressivement, la peur au ventre. Avant, les enfants n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas comme ça. Depuis, il y a un changement. Dès qu'ils voient un inconnu avec un sac à dos, ils commencent à pleurer. Dès qu'ils entendent un hélicoptère, ils se mettent à pleurer en disant « Ils arrivent, ça va sauter, ça va sauter ». Quand je dors, je fais des cauchemars du maoïste qui est mort ici. Quel genre de cauchemar? Quand il a eu la balle dans sa cuisse. Et après, je parle dans mes rêves, mais je ne sais pas ce que je dis.
Je n'arrive pas à dormir. Je sursaute dans mon lit. Est-ce que tu y penses souvent? Oui, beaucoup. Tu arrives à dormir? Non. Anita ne trouve plus le sommeil, d'autres font des cauchemars, mais aucun ne pense à se plaindre. L'armée a attendu 5 jours avant de venir constater les dégâts. Personne ne s'est intéressé aux enfants, aux stigmates qu'ils garderont. Dans le pays, il y a moins de 5 psychologues. Les enfants doivent faire avec. Je pense qu'un moyen qu'ils ont de s'en sortir dans la vie, avec les traumatismes, de faire face à la mort, aux disparitions, c'est de croire que c'est dû au karma. Et je crois que cela leur donne un moyen de supporter toutes ces tragédies. Ils pensent qu'ils paient aujourd'hui ce qu'ils ont fait de mal dans une vie précédente. Ils ne sont pas supposés se plaindre ou reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils doivent accepter et refouler parce que, d'un point de vue religieux, Dieu a décidé de ce qu'ils seraient et de tout ce qu'ils auront à vivre. S'ils violent cette attitude, ces attentes, ils seront punis par la société et même, dans beaucoup de cas, exclus de la société, voire contraints de quitter la communauté. Parce qu'en se plaignant, ils auront enfreint les règles sociales. On ne se plaint pas, on fuit. Depuis le début du conflit, 4 millions de Népalais ont quitté le pays pour l'Inde et 1 million ont abandonné leurs montagnes pour les villes, plus sûres. La population de Katmandou a triplé en 8 ans. Dans un modeste immeuble de la capitale, nous rencontrons Ganashyam. Il a 13 ans, c'est un exilé. Avec sa mère, ses 3 frères et sœurs, ils ont fui les maoïstes qui ont assassiné son père. Ils n'ont aucune ressource. Ils partagent cette pièce avec une autre famille. La mère n'a plus la force de travailler tant le meurtre de son mari l'a ébranlée. Alors, un oncle paye pour la nourriture et le loyer. Leurs vêtements et tout ce qui se trouve ici, les couvertures, la vaisselle, tout a été donné par des ONG. Tout a été bouleversé dans leur vie. Nous étions heureux avec mon mari. Il avait un salaire. Les enfants nageaient dans le bonheur. Maintenant, nous sommes obligés de mendier. C'était mieux quand papa était là. Depuis l'accident, nous avons quitté notre village. Ce n'est pas bien. Ganashyam, petit bonhomme qui a longtemps retenu ses larmes pour ne pas accabler sa maman. Avant, ils avaient une maison et leur mère tenait une échoppe. Dans leur fuite, ils n'ont pu emmener que quelques souvenirs conservés dans ce coffre. C'est la photo de mon mari. Il était instituteur et comme tous les fonctionnaires, il était racketé par les maoïstes. Une taxe révolutionnaire, 5% de son salaire. Il ne la payait plus depuis 4 mois. Ils l'accusaient de ne pas verser régulièrement la taxe révolutionnaire. Ils obligeaient les gens à participer à leurs meetings. Ils battaient ceux qui refusaient d'y aller. Il était en cours et un après-midi, vers 3 h, ils lui ont dit « On a quelques questions à vous poser, venez avec nous ». Ils l'ont emmené sans informer personne et ils l'ont tué. La maman s'est retrouvée seule pour faire vivre sa famille. Jusqu'à présent, elle a réussi à envoyer ses enfants à l'école. Mais si dans peu de temps, elle n'a pas réglé son retard de frais de scolarité, ils seront renvoyés. La direction n'aura pas d'état d'âme. D'ailleurs, très rares sont ceux qui réfléchissent à ce qu'il adviendra de ces enfants sacrifiés. Ces enfants seront plus tard très faibles psychologiquement. Ils auront du mal à faire face à des situations difficiles. Ils se sentiront inférieurs. Il est probable qu'ils ne seront pas capables de gérer les problèmes parce qu'ils n'auront plus d'énergie. Ils ne sauront pas quoi faire et quoi ne pas faire parce qu'ils n'auront jamais eu à prendre une décision dans un environnement sécurisé qui, depuis leur enfance, est complètement détruit. Ce seront les plus grosses difficultés que vont rencontrer ces enfants dans le futur. Ganashyam s'échappe en se concentrant sur un cahier de dessin appartenant à sa sœur. Il rêve aussi. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard quand je serai grand?
Artiste. Je voudrais rendre tout le monde heureux en faisant de belles choses. Mais pour l'instant, ces beaux rêves sont submergés par la violence. Est-ce que tu as peur? Oui, j'ai peur, parce qu'ils ont tué mon père. J'ai peur qu'ils nous tuent. Quand je serai plus grand, je rejoindrai l'armée ou la police et je me vengerai. Pourquoi? Je voudrais les tuer de la même manière qu'ils ont tué mon père. Je voudrais me venger. « 8000 enfants ont perdu leurs parents à cause du conflit. Combien, comme Ganashyam, rêvent de vengeance? Combien réussiront à oublier? Ce ne sont pas ceux qui se battent pour le pouvoir qui se préoccupent d'extirper de ces têtes d'enfants l'idée d'une vengeance. Le Népal a signé la Convention des droits de l'enfant. Ces enfants ont des droits. Et quoi qu'il arrive, ils ont besoin d'amis pour défendre leurs droits. Terre des Hommes a décidé de jouer ce rôle. Depuis tout juste 5 mois, Reinhard Fichtel essaye d'organiser cette défense des enfants. Il a établi un contact par courrier avec les maoïstes, mais il ne les a jamais rencontrés. Nous partons avec lui pour l'ouest du pays, là où le conflit a débuté. Après quelques heures de trajet, des camionneurs bloquent la route. Un homme a été écrasé la veille, le chauffard s'est enfui et la police ne s'est pas déplacée. On ne nous laisse pas passer. Par des chemins de traverse, nous parvenons à contourner le barrage. De l'autre côté, la file de camions ne bougera pas pendant 48 heures. Un jour et demi de voiture depuis Katmandou jusqu'à la dernière route goudronnée, celle qui s'enfonce dans les montagnes. Et puis la piste, jusqu'à Caillebotte. Au-delà, les voitures ne passent pas, il nous faut prendre le cheval. Dans ces régions, on n'a jamais vu de touristes. Tout juste remarque-t-on 1 ou 2 étrangers par an. Nous arrivons à destination, Roukoum. Le district compte 200 000 habitants. C'est d'ici que la révolte maoïste a éclaté. Les militaires traquent les leaders du parti qui se cachent dans les montagnes. Ici, la pauvreté est extrême, l'analphabétisme la règle. Reinhard aura beaucoup de travail. Une bonne partie des enfants ne sont plus scolarisés. Nous voilà dans un établissement qui accueille 300 élèves âgés de 5 à 15 ans. Bonjour. Very nice. Je suis très heureux d'être ici dans cette école. Je m'appelle Reinhard. Je suis venu ici à Roukoum à cheval. Terre des Hommes, avec l'aide de la communauté européenne, qui est le plus gros donateur, a déjà aidé 4400 enfants à retourner à l'école, en réhabilitant des bâtiments, en payant les enseignants et les frais scolaires. Nous voulons voir les enfants à l'école, spécialement dans cette région du Népal, parce que nous voulons être certains que vous, les élèves, vous avez accès à l'école. Quel est votre plus grand souhait pour l'école? Des fleurs. Flower garden. Des clôtures. Des toilettes. Des toilettes? S'il n'y a pas de toilettes pour les filles ne peuvent pas aller à l'école. Le Népal est une société traditionnelle rurale. Les femmes ne peuvent pas aller n'importe où dans la nature pour faire pipi. Elles y vont seulement la nuit. Elles retiennent leurs besoins naturels durant le jour. C'est une cause de maladie chez les femmes. L'idée est d'aider la communauté à construire ses propres toilettes et nous leur fournirons le matériel de construction. Pas de toilettes, pas de fenêtres ni de chauffage lors des hivers glacés. Mais il y a pire. Les maoïstes s'en prennent aux enseignants, les seuls agents de l'État en dehors de l'armée. Ils leur imposent une taxe révolutionnaire et ils n'hésitent pas à torturer, comme ce professeur que nous avons rencontré. Il y a 11 ans, 5 ou 6 maoïstes m'ont capturé et coupé la main avec un couteau. Pourquoi ils vous ont fait cela?
Leur avis et le mien étaient différents sur le plan politique. Ils m'ont demandé de suivre leur avis. Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec eux. Les instituteurs payent le prix le plus élevé dans le conflit au Népal, après les enfants. Enseignants est une profession qui est dangereuse maintenant dans ce pays. Ils sont accusés d'être des espions par les deux camps. 200 professeurs ont été tués et 3000 ont fui leur village. Par manque d'enseignants, les écoles ferment, les enfants sont délaissés. Nous allons essayer de réinstaurer les droits fondamentaux, au moins dans certaines zones à l'ouest, pour nous assurer qu'ils pourront exercer leur droit d'aller à l'école. L'objectif de Reinhard, c'est d'obtenir des maoïstes qui laissent le personnel de son ONG travailler pour aider les enfants. Nous repartons pour encore des heures de route, avec l'espoir de finir par trouver des responsables rebelles. Et partout les traces du conflit, des postes de police explosés, et l'armée qui contrôle les grands axes. Les soldats à la recherche de rebelles arrêtent toutes les voitures. Bonjour, où est-ce que vous allez? À Bardia, pour voir les éléphants. Voir les éléphants. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas que nous cherchons à rencontrer les maoïstes. Notre voyage pourrait s'arrêter là et nous prendrions le risque de mettre en danger ceux que nous voulons rencontrer. Depuis 10 ans, les forces de sécurité maintiennent la terreur dans les campagnes. Les soldats emprisonnent, ils torturent, ils violent. Ils mettent des mineurs en prison, même s'ils ne le reconnaissent pas. Les forces de sécurité nient qu'elles détiennent des mineurs. Elles nient aussi qu'elles attaquent des écoles. Mais nous avons des preuves qu'elles détiennent des mineurs pendant de très longues périodes, leur faisant subir des tortures sévères. Les enfants se voient refuser la visite des membres de leur famille, de leurs avocats, des services de soins, beaucoup de choses comme cela. Ils sont détenus avec des adultes dans des centres de détention et nous n'avons pas accès à eux. D'après les estimations de Mondira, plus de 1000 mineurs seraient en prison actuellement, mais les autorités falsifieraient leur âge. Des mineurs que l'avocate ne peut pratiquement jamais approcher. Nous avons voulu vérifier de telles affirmations. Nous avons fini par obtenir d'un gardien de prison qu'il nous laisse entrer. Le gardien ne savait pas que nous voulions filmer, il ne pouvait pas voir que nous utilisions une caméra cachée. Il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver parmi les détenus une jeune fille de 15 ans. Cette fille, c'est le plus jeune cas politique. Le gardien a accepté de fermer les yeux pour que nous puissions lui parler. La jeune fille a été dénoncée par un voisin. Elle est suspectée d'être maoïste. Lorsqu'elle a été arrêtée, elle avait 14 ans. Le décret sur la prévention et la répression des activités terroristes et déstabilisatrices permet ces arrestations d'enfants. Mais comment pourras-tu assurer ta défense ? Je n'ai pas d'argent, mais c'est Mondira qui va m'aider. J'ai demandé aux responsables de la police de lui téléphoner, mais ils n'ont pas voulu. Comme je n'ai pas réussi à la joindre, je n'ai pas pu être présentée au tribunal. La jeune fille n'a pas pu rencontrer un avocat, elle n'a pas encore été jugée, elle est détenue avec les adultes. Tout cela est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant que l'État népalais a pourtant signée, mais dont il n'a pas grand-chose à faire. 6 femmes accusées d'être maoïstes sont derrière ces barreaux. Mais la jeune fille ne nous en dira pas trop. Les militaires sont dans notre dos. Est-ce que vous avez peur de certaines personnes dans la prison, des militaires? Bien sûr que j'ai peur. L'armée nous menace régulièrement. Vous savez, les autres détenus à l'intérieur, elles ont une attitude particulière avec les gens comme nous. Pour un petit truc, elles commencent à se battre et on doit vivre renfermé sur soi. On ne peut parler à personne de la situation du pays. Si on donne notre avis, les autres détenus menacent de nous dénoncer. Elles nous disent, vous les maoïstes, on va vous dénoncer. On nous menace beaucoup. Vous avez un souhait pour le futur? Le futur, qu'est-ce que je peux en dire maintenant? Tout peut arriver. C'est tellement loin. Le temps nous amène là où il veut. À notre connaissance, depuis que ces images ont été filmées,
la situation de la jeune fille n'a pas bougé. Elle attend toujours d'être jugée. Reinhard a repris la route dans l'espoir de rencontrer des responsables maoïstes. Ici, la pauvreté est immense. Il n'y a pas d'eau courante, quelques câbles électriques pour allumer on ne sait quelle ampoule, pas de médecins. Des populations oubliées par le pouvoir. Les Maos se sont installés dans ces régions en promettant de les sortir de la misère. C'est leur territoire, ils l'affichent avec leur drapeau. Une provocation envers le gouvernement. Les villageois n'apprécient pas que nous filmions les drapeaux, cela pourrait leur attirer des problèmes. Ce genre de drapeau, vous ne l'avez pas dans votre pays? Nous voulons la paix chez nous. Le roi nous a tout pris, alors on a bien le droit de mettre ce genre de drapeau, oui ou non? Il ne faut pas nous mettre en danger. Si vous nous posez un problème, vous ne pourrez pas quitter le village. La route goudronnée a laissé place à une piste, à la poussière et aux ornières. Une pierre a percé notre réservoir. Une heure plus tard, le réservoir est colmaté par un morceau de plastique. 2 heures encore, nouvel arrêt, nous sommes ensablés et devenons l'attraction des alentours. De nouveau le cheval et de nouveau les checkpoints. On nous interpelle à un barrage et les soldats vérifient nos sacs. Pourtant, des villageois nous ont appris qu'à moins d'1 heure d'ici, des maoïstes font une petite fête dans une école. Nous y allons. En guise de fête, une commémoration pour les 10 ans de leur révolte, ils l'ont baptisée la guerre du peuple. Une habitude chez les maoïstes que de réquisitionner les écoles et de contraindre les élèves à participer à des programmes d'éducation politique. La presque totalité des élèves des montagnes ont assisté à ce type de manifestation, leurs dessins en témoignent. Le Parti communiste népalais et le Front révolutionnaire du comité local du district de Saliang accueillent les invités, les associations, les amis et frères et sœurs étudiants, à tous les spectateurs et tous les membres de notre parti ici présents, nous vous présentons nos salutations révolutionnaires. Nous avons pris les armes depuis 11 ans. Nous entrons dans notre 11e année de combat. Et la tradition veut qu'à cette occasion, nous organisions un anniversaire. Tout le monde n'est pas à la fête. L'équipe enseignante n'a pas eu son mot à dire. Des centaines d'écoles qui n'enseignaient pas les principes maoïstes auraient été fermées. Le bien-être des enfants et leur devenir ne sont pas la préoccupation dominante dans le pays. Il semble qu'il y a un problème dans ce pays avec les enfants. Nous venons de voir les leaders maoïstes assis à l'ombre de l'école et les enfants sont restés plus de 2 heures en plein soleil. Pour une manifestation du gouvernement, ce serait la même chose. Cela serait pareil avec les ONG locales. Les enfants sont utilisés pour toutes sortes de propagande dans ce pays. C'est un abus des droits de l'enfant. Reinhard a fini par obtenir un rendez-vous avec des responsables du parti. Ils ont accepté de se laisser filmer, mais nous ont interdit de montrer le village. Les maoïstes empêchent le personnel de l'ONG de travailler. Reinhard n'est pas prêt pour autant à tout accepter de leur part. Nous voulons être très critiques avec les forces de sécurité par rapport aux enfants. Mais nous observerons aussi les enfants qui ont été victimes à cause de vous. Pour trouver une solution, pour laisser les enfants en dehors du conflit. Pour nous, la neutralité dans un conflit est très importante. Nous sommes persuadés que les enfants du Népal devraient avoir la même enfance que les enfants de tous les autres pays.
Nous sommes très contents de la façon dont vous venez de parler. De notre côté, nous ne voulons pas que les enfants soient affectés par la guerre. Et nous sommes très conscients de la protection des droits des enfants. Nous ne souhaitons pas la guerre. Même aujourd'hui, du fond de notre cœur, nous ne voulons pas promouvoir la guerre. Mais le gouvernement ne nous écoute pas. Nous n'avons pas d'autre solution. Depuis 100 ans, le pouvoir central exploite et oppresse le peuple. Notre but est de servir le peuple. Nous voulons que le gouvernement arrête d'utiliser les milliards de dollars des ONG internationales pour acheter des armes ou dépenser cet argent pour la défense. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas d'accord. Nous aimerions vraiment pouvoir nous exprimer et dialoguer, parce que nous pensons que si nous nous parlons, il y aura moins de tensions. Si nous arrivons à collaborer ensemble, nous aurons de bonnes relations et une bonne amitié. Merci beaucoup. Reinhard est optimiste. Certes, il y a eu beaucoup de blabla, mais le contact est établi. Il reviendra dans 2 mois pour s'assurer que les discours seront suivis des faits. Quand les maoïstes voient un étranger comme moi, ils deviennent très polis, car ils savent qu'ils ont un problème de marketing, un problème sur la manière dont ils sont perçus dans le monde extérieur. Aussi, ils veulent apparaître sympathiques, ils veulent collaborer. Ils ont des attentes vis-à-vis des ONG, donc c'est une chance d'avoir pu aider mes partenaires locaux en arrivant à les calmer et à négocier un espace pour que nous puissions atteindre les enfants dans les différents districts. Reinhard n'a pas posé de questions sur les violations des droits des enfants. Il doit se montrer neutre pour ne pas compromettre l'avenir. Pas nous. Nous voulons savoir s'il est vrai que les maoïstes recrutent des enfants pour leur armée. En ce qui concerne l'enrôlement des enfants soldats, ce sont des accusations sans fondement. Nous étudions en profondeur la Convention de Genève à laquelle nous adhérons. Nous sommes très conscients et très vigilants. Nous n'avons jamais enrôlé d'enfants soldats. Nous demandons aussi ce qui peut justifier que des milliers d'enfants aient été enlevés pour assister à des séances de rééducation politique. En ce qui concerne l'enlèvement des instituteurs et des enfants, c'est faux. Nous prenons en considération la sécurité des enfants. Nous les emmenons dans un endroit plus sûr, nous organisons le programme sur 1 jour ou 2 et nous les ramenons chez eux en sécurité. Ce qu'il affirme est faux. Nous avons recueilli des témoignages d'enfants qui ont été enlevés puis incorporés dans les milices maoïstes. Ceux que nous avons rencontrés ont fui pour se retrouver dans les rues de Katmandou. Ils survivent avec des petits boulots. 1 900 000 enfants travaillent au Népal, le plus fort taux d'Asie du Sud. Une ONG, CPCS, a déjà recueilli 700 de ces enfants des rues. Jean-Christophe Rickmans, le Belge qui la dirige, estime que 20% sont des victimes directes du conflit. Ici, ils trouvent un toit et de quoi se nourrir. Ils parlent pour se libérer. On nous a permis de filmer 2 témoignages, à condition de masquer leur visage. Le premier avait 8 ans lorsqu'il a été enlevé. Orphelin, il vivait chez un oncle dans les montagnes. Les maoïstes m'ont emmené. J'étais parti avec mes animaux pour les faire paître et les maoïstes m'ont enlevé là-bas. J'étais porteur et parfois ils m'apprenaient à faire des bombes. Il y a des marteaux et des enclumes, des fils de cuivre. On les fait fondre et il y a aussi du verre. Vous mettiez aussi du verre? On le met dans la bouteille et on met le cuivre comme une mèche. Les grandes personnes nous disaient « Vous devez marcher avec nous. Vous devez marcher avec nous. Vous devez apprendre à acheter des bombes. Vous devez jeter les bombes comme ça. » Ils nous apprenaient tout ça. Ils nous battaient et nous menaçaient. Quand on n'obéissait pas, ils nous battaient. Tu voudrais retourner chez ton oncle et ta tante? Oui, j'aimerais y retourner. Pour l'instant, il ne peut pas rentrer. Il a peur d'être repris. Les maoïstes recrutent des enfants. Cela ne coûte pas cher et ils obéissent sous la contrainte. Leur utilisation dans un conflit armé est un crime de guerre. Je pense que cela sera très problématique dans le futur, car ils peuvent devenir violents.
Ils peuvent prendre la violence comme une norme, comme une façon d'obtenir ce qu'ils désirent, parce que c'est ce qu'ils auront vu. Des deux côtés. Du côté maoïste comme du côté de l'armée. Pour eux, la façon de prendre le pouvoir, c'est par la violence. Et selon moi, cela va créer beaucoup de problèmes. Ils n'essaieront pas d'obtenir les choses par la négociation, par la parole ou par le travail, mais avec les armes et avec brutalité. Le deuxième garçon a été enlevé avec son frère. Il avait 10 ans. Il a assisté à des combats. Tu as vu des enfants tirer? Les enfants de moins de 10 ans, ils ne tuaient pas. Les enfants de 15 à 20 ans, ils le faisaient, ils tuaient des gens. Tu as vu une bataille? Oui, j'en ai vu une. Il y a eu 23 morts. Je pourrais rentrer dans mon village, mais j'ai peur que si les maoïstes me retrouvent, ils me fassent quelque chose. Il est souvent arrêté par la police dans les rues de Katmandou et emprisonné quelques jours, même s'il n'a que 13 ans. Ils m'ont forcé à faire 500 flexions en me tenant les oreilles. Ils me coinçaient les bras avec un bâton, ils le passaient de l'autre côté par devant, les mains attachées, et ils m'ont battu. L'association leur paye l'école, mais ils ne veulent pas y aller. La rue, les drogues, les ont déjà happés. Chaque mois, 3 des enfants recueillis par CPCS meurent. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants auraient été enlevés pour intégrer les groupes armés ou être endoctrinés dans des séances d'éducation politique. Le leader maoïste nous avait affirmé que c'était faux. Mais là encore, nous avons pu recueillir des témoignages qui le contredisent. À l'ouest du pays, nous sommes au Rajina Camp, financé par des ONG. Dans ce camp, plus de 1000 réfugiés qui ont fui leur village, tous victimes des maoïstes. Des fonctionnaires, des policiers, des instituteurs, tous avaient une terre. Ils vivent maintenant d'aide humanitaire et sont sans travail. L'État a oublié ses serviteurs. Il y a 400 enfants dans ce camp. Une garderie a été construite pour les petits. Mais les jeux ne remplissent pas l'estomac. 73% des enfants souffrent de malnutrition, le plus fort taux du pays. Dans cette cahute percée, sans eau ni électricité, vit une famille. Narba Adour, 13 ans. Sa grande sœur et son bébé, et leur mère. Les maoïstes avaient enlevé Narba Adour un jour à l'école. C'est dans les écoles que les rebelles viennent se servir la plupart du temps lorsqu'ils ont besoin d'enfants. On était à l'école, ils nous ont enlevés à l'école. Ils ne l'ont pas laissé rentrer pendant 9 mois. Je mourais de chagrin. Ils nous demandaient de faire le guet le soir. Le matin, il y avait l'entraînement et la danse. Et la nuit, le guet. Ils l'ont fait faire à tout le monde. Et s'ils nous trouvaient en train de dormir, ils nous frappaient. Est-ce que tu avais peur en allant avec eux? J'ai eu peur de mourir dans un combat avec l'armée. J'ai eu très faim parce qu'on ne peut pas manger. Dans les villages, il n'y a rien à manger. Juste un peu de pain. J'ai pas aimé. Ils ne nous laissaient pas rentrer à la maison. Et si on fuit et que l'on rentre à la maison, ils nous reprennent et nous battent. J'ai eu peur de l'armée. Ils ont pris un enfant dans chaque maison. Chaque famille doit donner une personne aux maoïstes. Ils n'ont pas pris que mon fils, mais aussi d'autres dans tout le village. Narba Adour a réussi à s'échapper. Et aujourd'hui, il retourne à l'école, dans le village à côté du camp. C'est Terre des Hommes qui paye pour la scolarité de 1800 enfants déplacés dans la région. Les classes sont surchargées. 700 élèves dans cette école pour 6 professeurs. Ce sont aussi les ONG qui payent des professeurs, les uniformes, les cahiers, les livres. Narba Adour a eu du mal à s'intégrer parmi les petits villageois, même si maintenant il se sent plus à l'aise. Ici, c'est plus difficile. Tout le monde a de beaux vêtements et nous n'avons pas d'argent. C'est pour ça que je préférais avant quand j'ai été chez moi. Est-ce que tu te sens différent des autres enfants? Oui, je me sens différent. Et pourtant, son professeur l'a vu changer. Au départ, il ne voulait pas se mélanger avec les autres. Maintenant, il nous parle sans crainte, il sourit.
Je constate que par rapport à avant, il a fait beaucoup de progrès. Il n'est pas extrêmement brillant, ce garçon, mais il est dans la moyenne. Seulement, le programme de l'ONG n'est prévu que pour 1 an. Faute de dons, Nahar Bahadur devra quitter l'école. Ce qui est admirable, c'est que des enfants qui ont tant souffert, en dépit des événements dramatiques qu'ils ont subis dans leur vie, ces enfants continuent d'aller à l'école. Ils ont toujours envie d'aller à l'école. Beaucoup d'entre eux ne pensent pas à se venger. C'est une sorte de réconciliation. Je veux dire qu'ils ne veulent pas se battre. Ils veulent le meilleur pour leur communauté et pour eux-mêmes. Après les cours, Nahar Bahadur emmène ses chèvres paître dans des champs voisins. C'est la seule richesse de sa famille. Elles ont été offertes par un frère émigré en Inde. L'occasion de se laisser aller, à penser à sa vie d'avant. Je me souviens de temps en temps de mes amis. Quand nous étions dans le village, on jouait beaucoup. Quand je serai grand, j'aimerais trouver un travail. Nous passons notre vie à souffrir. Je voudrais que plus tard, toute cette peine disparaisse. En mai 2006, le roi a perdu le contrôle de l'armée et tous ses pouvoirs. Les maoïstes ont annoncé un nouveau cessez-le-feu et envisagent de participer au gouvernement. Cela permettra-t-il aux enfants de retrouver une enfance ?